Bienvenue sur Géopolitis. C'est un tout petit pays, mais il est très riche. On le voit à peine sur une carte. Il est pourtant présent dans le monde entier, partout dans les affaires, dans l'industrie, dans l'immobilier, dans les arts, dans la diplomatie internationale. Il s'agit de l'Émirat du Qatar. Vous êtes un fan du PSG, le club de foot? Eh bien, le patron, c'est le Qatar. Vous regardez Al Jazeera, c'est le Qatar. Quel est le pays arabe qui finance les rebelles libyens? Le Qatar. Qui possède 10% du Crédit Suisse, 7,5% de Volkswagen? Le Qatar. Et ainsi de suite. La liste est aussi impressionnante que les réserves en gaz naturel de l'Émirat, sa source de richesse et quelque part aussi sa source de sagesse. Car le Qatar est probablement celle des monarchies pétrolières qui investit le plus dans le futur. Géopolitis décrypte le pays de l'émir Hamad ibn Khalifa Al Thani. L'émir, tout le monde se bouscule pour le voir, voire pour être son ami. Tous les chefs d'État l'invitent, le consultent et lui demandent son aide. Il se dit qu'à lui tout seul, l'émir a au moins autant de pouvoir que Ban Ki-moon. Il faut régler l'affaire des infirmières bulgares, condamnées à mort en Libye. C'est l'émir du Qatar qui dénoue les fils de l'affaire entre Paris et Tripoli. La situation va mal au Liban, c'est le Qatar qui réunit les protagonistes. En somme, si vous ne vous êtes pas rendu récemment à Doha, la capitale, pour un congrès, un symposium, une compétition sportive mondiale ou une rencontre politique de haut niveau, c'est que vous n'êtes rien sur la scène internationale. Doha et le Qatar, c'est donc cette petite presqu'île, un état lilliputien de 1 700 000 habitants en plein golfe Persique. Comme un petit bateau parqué à bout touchant de son grand voisin, l'Arabie Saoudite, une autre monarchie du pétrole, mais tellement différente. Et puis, face à l'Émirat, et c'est pour cela que le pays abrite une gigantesque base américaine, il y a l'Iran, le voisin d'en face, qui pourrait très facilement frapper Doha en cas d'attaque israélienne ou américaine sur ses propres sites nucléaires. C'est aussi en raison de ces considérations géopolitiques que l'Émirat mène une formidable opération de relations publiques avec le monde entier. Le plus beau coup du Qatar, c'est tout de même d'avoir décroché la Coupe du monde de football de 2022 à la stupéfaction générale. Tout n'est pas parfait, tant s'en faut au Qatar. Les richesses profitent surtout aux 200 000 citoyens qataris et peu aux dizaines de milliers de travailleurs immigrés. Il ne faut pas non plus être trop curieux au Qatar. Une équipe de la télévision suisse a été arrêtée pendant plusieurs jours car elle était là où il ne fallait pas. Peu importe. Le Qatar veut être connu, apprécié, admiré. Normal, quand on en a les moyens, le Qatar est tout simplement le pays le plus riche du monde par tête d'habitant. En fait, ce n'est qu'en 1971 que l'Émirat a accédé à l'indépendance. Jusque-là, ce sont les Britanniques qui étaient chez eux au Qatar. La dynastie des Al Thani, elle, était déjà présente depuis 1825, et d'ailleurs assez puissante, mais relativement dormante. Or, voilà qu'en 1995, coup de théâtre et coup d'État, le fils débarque le père qui dépensait son argent à Genève, est privé de billets retour, et le fils prend le pouvoir à Doha. Le fils, c'est l'actuel maître du pays, l'émir Hamad. Un petit pays, on l'a dit, 11 400 km², à peine plus grand que la Corse, 1 700 000 habitants, dont seulement 225 000 Qataris. Mais le Qatar, c'est le troisième producteur de gaz du monde, juste après la Russie et l'Iran. Question économie, le Qatar, c'est un taux de croissance à 28% en moyenne sur les 5 dernières années, un taux à faire pâlir d'envie des Chinois eux-mêmes. Avec un budget de 100 milliards de dollars par an pour le développement de ses infrastructures, le petit Qatar est devenu un grand pays. Avec beaucoup de clairvoyance, l'émir du Qatar, depuis plus de 20 ans, a voulu une gestion rigoureuse et productive des richesses de son pays. Il a mis en place 2 fonds souverains ayant pour mission de placer une partie des excédents budgétaires dans le monde de la finance internationale. Nul n'ignore plus l'existence du QIA, le Qatari Investment Authority, et sa filiale, le Qatari Diar, spécialisée dans la pierre et l'immobilier. Le Qatar est tout simplement le plus grand investisseur immobilier du monde. Le QIA peut se prévaloir de plus de 100 milliards d'euros d'actifs. La frénésie d'investissement et les capacités financières de l'Émirat sont sans limite. En gros,
Le Qatar possède 6,8% de Volkswagen, 10% de Crédit Suisse, 5,8% de Barclays. Le Qatar, sans problème, a acheté récemment le magasin Harrods à l'homme d'affaires Al Fayed pour 2 milliards d'euros. Le Qatar a acheté aussi 80 Airbus des dernières générations. Le Qatar possède enfin le Ritz à Paris, des hôtels un peu partout dans le monde. Rien qu'en Grande-Bretagne, pour les 2 années 2009 et 2010, les investissements qataris s'élevaient à 23 milliards de dollars. Le Qatar, nul ne l'ignore, c'est Al Jazeera. Lancé en 1996, symbole de la modernisation du pays, la CNN du Moyen-Orient, le poil à gratter médiatique du monde arabo-musulman, la voix pleine de liberté, voulue par le cheikh et autorisée à tout dire sur tous les pays, sauf sur le Qatar. Il y a une autre chaîne pour cela. Le Savoir, c'est aussi la cité du même nom qui a voulu attirer les plus grandes universités du monde, un campus immense, 100 000 hectares, le top du top en matière de modernité, sous l'œil attentif et cultivé de la Cheikha Mossa, femme de l'émir, grande figure du monde des arts. La culture, oui, mais aussi le sport, tous les sports. Le Qatar, désormais, c'est 70% du fonds d'investissement propriétaire du PSG, du Paris Saint-Germain. Du foot, le pays va d'ailleurs en avoir à sa satiété puisqu'il a obtenu la Coupe du Monde 2022, le plus petit de la planète ayant jamais obtenu cet honneur. L'émir a mis beaucoup d'argent sur la table, 55 milliards de dollars, avec des stades qui, paraît-il, seront climatisés. Rien n'échappe au Qatar, rien sauf peut-être les Jeux Olympiques d'hiver, mais qui sait? Encore une information sur le Qatar. L'Émirat doit bien aimer la Suisse. En tout cas, le Qatar a récemment acheté 2 hôtels, 2 palaces à Berne et il est question d'en acheter 2 autres à Genève. On ne va pas encore donner les noms. On va parler du Qatar et d'autres pays arabes avec l'invité de Géopolitis, Antoine Masbous, fondateur, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous venez de sortir encore un livre qui s'appelle Le Tsunami arabe. Une question tout de suite d'abord sur le Qatar. Il n'y a pas de printemps arabe au Qatar? Tout le monde est heureux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Le Qatar devait avoir des élections en 2008. Il les a repoussées à 2 reprises et maintenant les élections législatives auront lieu en 2013 parce que le Qatar, qui est un moteur de ces révolutions arabes à travers Al Jazeera particulièrement, mais aussi à travers des interventions financières, militaires, eh bien, il a besoin aussi de s'accommoder avec sa propre population en donnant une échéance électorale. Donc il l'a fait. Mais on la repousse. Il l'a repoussée de 2008 à 2010 et puis à 2013, mais maintenant elle est là et puis on va voir ce qu'il en sortira, d'autant plus que sur 45 élus, il y en aura 15 qui seront désignés par l'émir. Pourquoi est-ce que nous, ici, en Europe, on voudrait absolument qu'il y ait des modèles démocratiques comparables aux nôtres dans un émirat comme le Qatar? Est-ce que, vu de leur point de vue, c'est complètement incongru? Mais dans la mesure où ils poussent les peuples à se révolter, ils les soutiennent à travers Al Jazeera, eh bien il est normal que cette mode-là, cette méthode démocratique s'applique chez eux. Et donc voilà, ce qu'ils préconisent pour les autres, ils ont promis de l'appliquer chez eux dans leur émirat. Quel est votre point de vue sur justement cette gesticulation extraordinaire de l'émirat qui est partout dans le foot, les arts, la politique, la finance? Qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir de l'argent partout? C'est-à-dire qu'il y a un grand vide dans le monde arabe à cause de l'affaiblissement du régime égyptien, du vieillissement du régime saoudien. Eh bien, les Qataris sont là pour remplir ce vide. En plus, il y a une génération jeune, extrêmement agile et qui a beaucoup d'ambition. Très éduquée. Très éduquée. C'est le plus petit des États arabes. À peine 200 000 personnes. Mais ils ont une armée de mercenaires pour faire fonctionner Al Jazeera, pour traquer les financements, les investissements, et ça marche très bien. Ils sont à l'offensive, ils mènent l'offensive diplomatique, financière, la crise les a enrichis. Ils sont les premiers exportateurs de GNL au monde. Eh bien, le gaz naturel liquide, hein, oui. Voilà. Et ils sont assis sur des gisements qui vont leur fournir une abondance pendant 200 ans, 2 siècles. Donc voilà, Al Jazeera, la diplomatie, l'argent, les finances, ils sont partout. Mais alors justement,
ils sont riches, ils sont puissants. Mais en plus, on a l'impression qu'ils veulent être aimés. Est-ce que c'est compréhensible, ça? Évidemment, la volonté d'être aimé, apprécié, eh bien, c'est une envie humaine. Mais pour cela, bon, il faut peut-être un peu plus de charisme et pour cela, il faut être un peu plus généreux parce que le Qatar cherche toujours des investissements productifs. Et il a raison. Qui jetterait son argent à travers la fenêtre? Mais le Qatar étudie, il est ambitieux et c'est une génération agile qui remplit le vide et qui mène l'offensive. Quelle différence, Antoine Basbous, entre cet émirat dont nous parlons et les autres pays du printemps arabe que vous recensez un par un dans votre livre? Entre le Qatar et la Syrie, il n'y a rien de commun, ni dans le passé, ni dans le présent, ni peut-être même dans le futur. Mais figurez-vous que c'est le Qatar qui a introduit Bachar el-Assad à l'Élysée à l'arrivée du fils Assad, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy en succession de Chirac. Et c'est le Qatar qui a soutenu la Syrie pour sa réhabilitation internationale. Et pour remercier le Qatar, entre autres, la Syrie a offert la plus belle parcelle de territoire qui domine autant Damas que l'anti-Liban pour y construire trois villas d'exception. Donc aujourd'hui, ils sont en confrontation ouverte, mais il y a encore un an, ils étaient les meilleurs alliés. Antoine Basbous, Tunisie, Égypte, Libye, Bahreïn, Syrie. C'est qui les prochains sur la liste? Il ne faut pas oublier le Yémen qui est assez mûr pour tomber. Il faut donner... Les monarchies, comme par exemple l'Arabie Saoudite. Elle est sur la liste à votre avis? Écoutez, l'Arabie a dépensé 135 milliards de dollars entre février et mars de cette année pour acheter la paix. Et puis l'Arabie... distribuer quoi? Distribuer, oui, absolument. Mais l'Arabie en même temps, c'est 10 à 12 millions de barils jour. Quel producteur pourrait suppléer, pourrait remplacer l'Arabie si elle rentrait en rébellion et en révolution? La Libye, quand la Libye est entrée en révolution, 1,2 million de barils jour ont disparu du marché, ça a fait flamber les prix. Mais si jamais l'Arabie connaissait le même sort, qui pourrait la remplacer? On aura un baril à 300 $. Donc on aide l'Arabie Saoudite quelque part à rester tranquille. On ferme les yeux sur la dictature des Saouds, sur le wahhabisme qui est là pour maîtriser, réprimer la population. On ne pousse pas du tout les révoltés. Et puis c'est un pays qui est encore en arrière par rapport à la Tunisie. Le peuple est assez satisfait de ce que donne la monarchie, même s'il y a beaucoup de contestations et beaucoup de pauvreté. Et surtout, c'est un pays où la répression est présente tous les jours. Merci Antoine Basbous de nous avoir parlé du Qatar et du tsunami arabe. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Merci. Merci. Une opinion et son contraire. C'était et c'est toujours le slogan de la fameuse chaîne Al Jazeera, celle qui a fait connaître le Qatar, on devrait dire les chaînes Al Jazeera, car dans cet émirat, c'est un empire médiatique qui s'est créé depuis 15 ans. Al Jazeera, c'est une chaîne en arabe, 50 millions de téléspectateurs, une chaîne en anglais, 200 millions de fidèles, excusez du peu, et c'est une chaîne pour les enfants, également un bouquet sportif avec 20 déclinaisons et une demi-douzaine de sites web qui sont regardés dans le monde entier. C'est aussi, et ceci explique cela, c'est un budget annuel de 450 millions de $. Mais le plus important, le plus significatif, c'est que Al Jazeera, c'est le printemps arabe avant le printemps arabe, et le premier du nom a peut-être même déclenché le second. Car Al Jazeera a représenté pour la première fois dans cette partie du monde une liberté de ton, une liberté tout court, un pluralisme total sous un slogan, on l'a dit, une opinion et son contraire. En somme, voilà un empire médiatique qui a parfois les allures d'un acteur politique. Un jour, on dira peut-être d'Al Jazeera, pour la situer, vous savez, c'est l'empire médiatique qui possède même un petit émirat dans le Golfe. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, ce qui circule sur la toile à propos du Qatar, des cartes pour mieux situer l'émirat dans cette partie du monde, vu du passé, un passé relativement récent en ce qui concerne le Qatar, les sites et les liens les plus pointus sur ce pays le plus riche du monde par tête d'habitants, toutes les émissions de Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.